Au sommaire de cette session informative, quatrième et dernière session ordinaire à la mairie de Parakou, les assises se tiennent depuis ce matin dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. L'ordre du jour porte essentiellement sur le vote et l'adoption du budget de la mairie de Parakou au titre de l'année 2025. Précision dans ce journal. Le président de l'ARAC, Edouard Loko, au cabinet de la vice-présidente du Bénin. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée de courtoisie. Plusieurs sujets essentiels sont abordés au cours de cette audience, notamment la question de la décoration des professionnels des médias. Précision à suivre. Les Américains aux urnes le 5 novembre prochain, ceci dans le cadre de l'élection présidentielle des États-Unis, l'une des plus incertaines de l'histoire. Les deux favoris, Donald Trump et Kamala Harris, investissent le terrain pour tenter de convaincre le maximum d'électeurs. La fièvre électorale est palpable dans les grandes villes des USA. Une fièvre qu'a vécue pour nous Rodrigue Azinogbe depuis l'État de New York. Vous aurez les précisions. Voilà pour les grandes lignes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Écho de la municipalité de Parakou, le conseil municipal en conclave depuis ce matin. Les élus municipaux sont sous la présidence du maire Inoussa Zimechabi tiennent la 4e session ordinaire de l'année qui constitue en même temps la session budgétaire. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et le vote du budget exercice 2025 de la mairie. Un budget qui s'élève à 4 milliards 95 millions 297 385 francs CFA. Le budget est en hausse de 5,66% par rapport à celui de l'année 2024 qui s'élève à 4 milliards 76 millions 747 millions 203 francs CFA. Une hausse que justifie ici Inoussa Zimechabi par les progrès enregistrés à la fin du mois d'août 2024. On l'écoute pour plus de précision. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 milliards 95 millions 297 385 francs CFA, soit 3 milliards 59 millions 436 905 francs en fonctionnement et 1 milliard 779 millions 694 458 francs CFA en investissement. Comparé au budget 2024, le budget primitif, exercice 2025, connaît une augmentation de 5,66%. Cette augmentation est la résultante des progrès enregistrés à fin août 2024. Edouard Loko, cabinet de Mariam Chabi Talata, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, a été reçu en audience ce lundi par la vice-présidente de la République. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée de courtoisie du président de l'ARAC auprès des présidents d'institutions. Elle a surtout permis d'aborder plusieurs points essentiels, notamment la question de la décoration des professionnels des médias. Au cours de cette réunion, le président Loko a reçu de précieux conseils de la vice-présidente qui lui a témoigné tout son soutien pour sa mission à la tête de l'institution de régulation des médias. À sa sortie d'audience, Edouard Loko s'est confié à la presse. Il a évoqué le bien fondé de cette tournée. On écoute le président de l'ARAC, 7e mandature. Vous savez que je suis le dernier locataire dans la maison commune des institutions républicaines et constitutionnelles. J'ai fait le tour des anciens locataires de la maison, enfin ceux qui sont là avant moi, de requérir leur conseil et demander comment on vit ici. Donc j'ai réservé la dernière visite pour celle qui représente le propriétaire même de la maison. Donc, mais je voudrais que les journalistes sachent que je suis venu aussi parler de leur décoration. Parce que je sais que c'est un sujet qui les tient beaucoup à cœur. La vice-présidente et son administration sont vraiment disposés et disponibles. D'ici les mois et les années à venir, ils vont voir le changement.
Avec les bénédictions, les conseils que j'ai reçus, je suis plus que satisfait. Je suis heureux. Accompagné de sa directrice de cabinet Katia Laoro Kérékou, du secrétaire général de l'ARAC François Oudo et du directeur administratif et financier Malik Biokekere, Edouard Loko a pu échanger sur les défis actuels du secteur des médias et sur la nécessité d'une collaboration renforcée entre les différentes institutions pour le développement du paysage médiatique au Bénin. Je l'annonçais en titre, les Américains se rendront aux urnes le 5 novembre prochain pour une élection présidentielle qui s'annonce comme l'une des plus incertaines de l'histoire. À une semaine du scrutin, l'intensité de la campagne électorale est à son comble. Les deux candidats phares, Donald Trump, représentant du Parti républicain, et Kamala Harris, candidate démocrate, arpentent le terrain pour convaincre un maximum d'électeurs. La ferveur électorale se fait sentir dans toutes les grandes villes des États-Unis. Rodrigue Azinongbe nous livre ses observations depuis l'État de New York. Il est 7 heures. New York s'éveille avec les bruits caractéristiques qui la rendent particulière. Sirènes de pompiers, de voitures de police, claquement des rames du métro sur les rails. La ville appelée Grosse Pomme est toujours restée égale à elle-même. Très tôt déjà, des centaines de touristes affluent vers la 7e avenue, vers Times Square, avenue ultra touristique avec ses écrans géants sur lesquels des publicités. Les 4 degrés de ce matin, annonçant déjà un hiver rude, n'émoussent pas l'ardeur de ces voyageurs venus découvrir le rêve américain. Dans ce décor loin de la politique, se joue aussi la guerre Kamala Harris face à Donald Trump. À une semaine de l'affrontement final, des casquettes à l'effigie des deux candidats, des figurines, des pins s'arrachent comme du petit pain. Les touristes ne veulent pas rester en marge de ce qui se joue en ce moment, l'avenir de la première puissance mondiale. Omar est sénégalais, clandestin, un résident à New York depuis 1 an. Il tient un stand de vente d'objets de souvenirs. Chez lui, ce sont les produits dérivés à l'image de Kamala qui se vendent le plus. Par contre, chez Vidmar, un Indo-Pakistanais, la vente des objets est équitable entre les deux. Dans certains États des États-Unis, le vote par anticipation a démarré depuis une dizaine de jours. Plus de 25 millions de personnes ont déjà voté en attendant le jour officiel du vote, mardi prochain. Outre les candidats des deux partis historiques, c'est-à-dire Kamala Harris pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains, 3 autres candidats se présentent également à cette élection qui divise l'Amérique en deux. Le système électoral américain a cette particularité qui fait que ce sont les grands électeurs qui sont élus par les populations et ce sont ces derniers qui élisent le président de la République. Nous reviendrons plus en détail sur ce mode de scrutin. Notre prochaine destination est Newark, dans l'État de New Jersey, État voisin à New York. Là-bas, le vote a commencé et nous verrons comment cela se passe concrètement avec quelques Africains naturalisés américains. Rodrigue Azinogbe, New York, pour Fraternité FM. Merci Rodrigue Azinongbe. On revient maintenant au Bénin. C'est un deuil qui frappe la police républicaine. Le chef de la brigade criminelle, le commissaire principal Émile Adjekossi, est décédé dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 octobre 2024 alors qu'il se trouvait en Côte d'Ivoire. Selon les informations, son décès est survenu durant une mission en Côte d'Ivoire et il serait mort des suites d'un AVC. Émile Adjekossi était le coordonnateur principal de l'enquête sur l'affaire de complot présumé visant la sûreté de l'État. Ce décès constitue le 2e depuis l'annonce d'une tentative de coup d'État manquée. À ce jour, la police républicaine n'a pas communiqué d'informations officielles concernant son décès.
La fraternité Fagbachola au Ogboni Ishokan Oduduwa consolide son ancrage dans la sphère des cultes endogènes du Bénin. Ce week-end, cette religion a procédé à l'intronisation de ses deux hauts dignitaires, l'empereur mondial Adesina Oloronto et le président Yayi Aderomu. Ceci à la faveur d'une grande cérémonie qui a eu pour cadre le siège mondial des Fagbachola situé à Kokoro, un village de la commune de Ouessé dans le département des Collines. Les manifestations ont connu la présence du roi de Kokoro, des autorités locales, les membres de la fraternité ainsi que d'une population sortie nombreuse. Jacques Degbé y était également pour le compte de Fraternité FM. Voici son reportage. 2 jours d'intenses manifestations marquées par 2 grands événements. Le premier, l'intronisation le samedi 26 octobre de l'empereur mondial de la fraternité Fagbachola. Au terme d'un rituel démarré la veille et fait de prières, chants de danse, Adesina Oloronto fut couronné devant parents, amis et frères de sa communauté religieuse. L'empereur désormais appelé au loyer n'a pas caché sa satisfaction. Et je suis vraiment contente d'avoir assisté pour notre cérémonie pour l'empereur mondial Fagbachola au Boni Chakomododoa. Je suis vraiment content. L'empereur mondial, qui a désormais la responsabilité de porter la fraternité Fagbachola partout à travers la planète, a été intronisé par le président Yayi Aderomu sous la bénédiction du roi de Kokoro. Le président a alors profité pour revenir sur le bien fondé de cette cérémonie cultuelle et les avantages de la fraternité Fagbachola. La fête s'est bien passée et nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement. Quant aux consultations du FA, nous le faisons chaque année sans soutien du gouvernement. Fagbachola fait tout cela pour la paix et le développement du Bénin. Nous prions que chacun retourne en paix chez lui, car notre divinité est une divinité sainte. D'introniseur à introniser, le président Yayi Aderomu porte à son tour sa couronne le dimanche 27 octobre pour ce qui constitue le second temps fort de cette manifestation cérémoniale. Sa Majesté Adesina Oloronto, empereur mondial de la fraternité Fagbachola. Fagbachola, ça travaille concernant le Fa. Les Fa Romela, Obagbamegegou, Atorianito Soumanché, ça travaille sur ça. Le travail des ancêtres qu'on fait. Sans Fa, tu ne peux pas travailler. Fagbachola est basé sur le Fa. Dieu de l'éternel, avec le Dieu de nos ancêtres. C'est ça qui est Fagbachola. Yami Adibola, Adima Djenkanto, no Gougon, Adjengo dans les bonnes c'est elle qu'on adora aussi. En clair, c'est pour régler les problèmes de vos populations. Oui, c'est ça. Venus de partout du Bénin et même de la sous-région, les participants ont apprécié le spectacle. Vraiment, c'est parfait, c'est extraordinaire. Tout le monde souhaite que chaque année on fête ça. Et aussi, en plus, c'est fête annuelle pour Alaga. Parce qu'il a déjà mangé il y a de cela quelques années. Cette année aussi, il a profité pour faire ces fêtes, pour manger Niam. Fagbachola, ça aide beaucoup le Bénin. Si quelque chose veut se passer, le phare va le dire. Et ils vont faire les cérémonies pour que la chose ne sera pas réalisable. Reconnue désormais officiellement par le ministère de l'Intérieur, la fraternité Fagbachola s'engage à accompagner le développement du Bénin et le bien-être de ses populations. Sa prochaine grande activité a lieu déjà en décembre prochain. Il s'agit de la consultation annuelle du FA, histoire d'interroger l'avenir du pays et les faits qui vont marquer 2025.
Dans un autre registre maintenant, l'INIAM, depuis l'époque de nos ancêtres, a joué un rôle multiple dans la vie des communautés, rôles alimentaires, économiques et sur le plan culturel. Et l'importance que revêt l'INIAM ne fait que se renforcer depuis les origines à nos jours. L'INIAM a besoin d'un arrosage régulier et suffisant pour sa croissance. La plantation de l'INIAM se fait en période non pluvieuse, décembre à janvier. Suivez pour plus de précision le professeur Mohamed Nasser Bako. Il est agronome, sociologue des ressources naturelles. Il se fait plus explicite sur les conditions qu'une production d'INIAM doit réunir pour espérer un meilleur rendement. L'INIAM a besoin de sols très meubles et de sols riches. Et l'INIAM est une plante héliophile, c'est-à-dire une plante qui a besoin aussi du soleil pour bien se développer. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez que dans les zones très forestières, on installe des tuteurs pour permettre un bon développement végétatif, synonyme d'un bon rendement. Alors, l'INIAM a besoin d'une quantité d'eau, une bonne irrigation, un bon arrosage, ce qui fait d'ailleurs que avec aujourd'hui le climat qui change, l'INIAM subit les affres évidemment de ce changement climatique. Somme toute, l'INIAM, comme toutes les cultures, a besoin de bonnes conditions de sol, d'une bonne fertilisation, d'une bonne quantité d'eau pour mieux se développer. On entend souvent dire que la culture de l'INIAM appauvrit les sols, mais cet agronome des ressources naturelles s'inscrit en faux contre ces allégations. Selon lui, c'est un mauvais procès qui est fait à l'INIAM. Mohamed Nasser Bako explique que si la production appauvrit le sol, c'est que l'itinéraire technique n'est pas respecté. On l'écoute. C'est trop facile de dire que l'INIAM appauvrit les sols. Ce que je sais, c'est que l'INIAM aime les sols riches. Ça, c'est un élément. Ce qui appauvrit les sols, ce n'est pas l'INIAM, c'est les itinéraires techniques que l'on développe. Lorsque vous faites de l'INIAM sur l'INIAM sur l'INIAM, évidemment, vous comprenez que cette espèce-là, l'INIAM va consommer les mêmes éléments nutritifs, d'accord, ce qui va appauvrir le sol. Alors, ce que nous recommandons, ce que les agronomes recommandent, c'est que quand vous avez mis de l'INIAM, cette année, l'année A, l'année N plus 1, il faudra changer de type biologique. Quand on parle de type biologique, ça peut être des céréales, ça peut être des légumineuses. Donc, vous faites l'INIAM la première année. L'année qui suit, vous mettez par exemple le sorgho. L'année d'après, vous mettez soit du haricot, du niébé, etc. Et dans ce cycle-là, vous verrez évidemment que l'appauvrissement du sol, tout au moins, est amoindri. Et un autre procès que l'on fait, un mauvais procès également que l'on fait lié à cette exigence en sol riche, c'est que l'INIAM fait partie des cultures que l'on pense qu'il ne faut pas fertiliser. Vous verrez, on va vous parler de la fertilisation du maïs, la fertilisation du soja, mais nulle part, je ne sais pas, de votre vie de journaliste, si vous avez entendu des gens dire, voilà l'engrais INIAM. Non, l'INIAM a besoin aussi d'être entretenu. Donc ce discours qui consiste à dire l'INIAM pour ouvrir les sols, c'est un mauvais discours, c'est un faux discours. Pendant ce temps, les activités pédagogiques se déroulent normalement et conformément au calendrier scolaire établi pour le compte de cette année scolaire en cours. C'est le même constat fait au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, un centre spécialisé qui accueille des handicapés visuels. Selon Gaëtan Serge à Joe Dépôt, les cours se déroulent normalement, même si des difficultés ne sont pas à occulter. Selon le responsable pédagogique, l'éternel casse-tête de la non-disponibilité du matériel didactique persiste toujours. Néanmoins, des dispositions sont prises par les responsables de cet établissement pour répondre aux attentes des pensionnaires de ce centre. On écoute Gaëtan Serge à Joe Dépôt pour plus de précisions. Nous sommes dans un centre spécialisé, mais nous exécutons le même programme qui est en vigueur dans les écoles primaires. Donc c'est le même programme, les mêmes examens. Seulement dans les centres spécialisés pour déficients visuels, c'est l'écriture et les stratégies prévues que nous adaptons pour pouvoir laisser passer le message. Lorsque nous voulons dérouler une séquence de classe, nous prévoyons le matériel. C'est le matériel concret, puisque les enfants ne voient pas. Ailleurs, vous allez voir, les enseignants affichent beaucoup d'images au tableau. Ils utilisent beaucoup d'images. Mais ici, nous, on ne peut pas utiliser d'images.
c'est du concret. C'est vrai que l'utilisation du concret pose parfois des problèmes par rapport à certains objets ou bien certaines réalités qu'on doit étudier. Par exemple, si on dit le lion, on ne peut pas amener le lion ici. Mais faisons beaucoup d'efforts pour chercher du matériel concret que les enfants peuvent toucher. Et ils vont toucher, ils vont manipuler. Il y a aussi l'autre concret qui se retrouve sur des feuilles, sur du papier, comme les supports. Les sports, Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Daryl. Officiel, le Burundi a un nouveau sélectionneur. Sangwa Mayani Patrick vient d'être nommé à la tête de la sélection nationale du Burundi. Le contrat de la sélection nationale du Burundi, ou du moins le contrat a été paraphé ce mardi. Il est désormais le nouveau sélectionneur du Burundi en remplacement de Ndayi Radié. Il était déjà à l'adjoint de ce dernier et a également occupé d'autres fonctions en tant que responsable technique de la formation des jeunes, un collecteur des données auprès de la Fédération burundaise de football. Ballon d'or, Rodri a été surpris par son sac. Oui, lauréat du Ballon d'or 2024 ce lundi, Rodri a été surpris que son nom soit annoncé à l'ouverture de l'enveloppe. En effet, depuis cette année, le vainqueur n'est plus prévenu à l'avance. Le milieu de Manchester City a appris sa victoire en même temps que tout le monde quand ils ont prononcé mon nom. Je n'avais pas d'informations, évidemment aucune. On ne m'avait rien transmis, rien communiqué. J'assistais à la cérémonie comme n'importe qui. Cela signifie énormément. Je ne peux que profiter du moment. C'est aussi extrêmement gratifiant. C'est un immense cadeau, a reconnu l'Espagnol au micro de la chaîne L'équipe. De toutes les façons, son sacre continue de s'aimer la polémique. Alors que Vinicius Junior était annoncé grandement favori, c'est finalement l'Espagnol qui a été sacré. Merci Jacques Degbé pour ces informations. J'installe Manzourat Adeni Djibril pour les informations hors de nos frontières. Bonjour. Bonjour Daryl. On commence par le Cameroun. Le corps d'une élue découvert après des violences meurtrières dans le nord-ouest. Le corps sans vie de Frida Djoko a été retrouvé aux premières heures du jour, lundi, dans le quartier Ntoubo à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. La deuxième adjointe au maire de la commune de Bamenda 2 était portée disparue depuis samedi soir. Militante active du parti au pouvoir, elle revenait du quartier administratif où une projection était organisée pour le documentaire, je cite, Paul Biya, un grand homme au destin prodigieux, fin de citation. Selon des témoins, vers 17h30, heure locale, l'élu local a été emmené de force par des hommes armés non identifiés. Aucun groupe n'a revendiqué son assassinat. En République démocratique du Congo, les autorités prennent des mesures pour désengorger le trafic à Kinshasa. À Kinshasa, effectivement, la capitale de la République démocratique du Congo, les autorités prennent des décisions pour tenter de fluidifier la circulation à la sortie d'interminables embouteillages. La circulation sera désormais alternée sur certains tronçons, soit à sens unique, soit à double sens. La phase expérimentale de la circulation alternée sur certaines portions des voies a commencé dimanche à Kinshasa avec des policiers déployés à chaque sortie ou point d'accès du boulevard du 30 juin. Merci Manzourat Djibril pour ces informations sur le continent. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Epiphane Chabi, c'est pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le gouvernement du Bénin prévoit d'étendre la gratuité scolaire pour les filles du premier au second cycle dans l'enseignement secondaire. L'investigateur Bénin Intelligent et bien d'autres journaux en parlent et précisent que cette initiative a été annoncée le jeudi dernier par le ministre de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle Kwaro Evechabi. Elle vise, selon l'investigateur, à renforcer la politique d'inclusion du gouvernement béninois dans le domaine éducatif.
Avant 2016, plus d'un million de filles bénéficiaient de la gratuité des frais de scolarité au premier cycle, un chiffre qui a connu une croissance importante ces dernières années. Le gouvernement a renforcé cette mesure et à ce jour, près de 2 millions de filles inscrites au premier cycle de l'enseignement secondaire général dans toutes les 77 communes du Bénin bénéficient de la gratuité des frais de scolarité, a confié le ministre dans des propos rapportés par Bénin Intelligent. Et depuis l'année scolaire 2023-2024, cette gratuité a été progressivement étendue au second cycle avec une phase pilote en cours. Le gouvernement a lancé cette phase pilote dans 20 communes reparties dans les 12 départements et cette mesure représente un investissement de plus de 3,5 milliards de francs CFA par an, a précisé le ministre des Enseignements secondaires repris par plusieurs publications. Parallèlement, le gouvernement alloue des subventions à 42 établissements de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle ainsi qu'à 7 lycées de jeunes filles avec internat et ces actions s'inscrivent dans la vision du gouvernement d'un Bénin où chaque jeune fille, quel que soit son milieu social ou son lieu de résidence, a les mêmes chances de réussir, conclut l'investigateur. Et dans la suite de cette revue, et après plus de 4 ans de collecte gratuite, la Société de gestion des déchets et de la salubrité au Bénin va prochainement mettre en place la facturation de ses services de ramassage des ordures ménagères. Éveil Info, l'informateur, le matinal, décryptage info, le révélateur du jour, fraternité et bien d'autres publications en parler précise que lors d'une cérémonie à la base logistique de l'entreprise à Abomey-Calavier, le directeur général de la SGDS, Gilles Amoussou, a expliqué que les redevances seront payées par les ménages via la facture d'électricité. Les tarifs fixés par un arrêté interministériel varient entre 3 000 et 30 000 francs CFA selon les prestations reçues et le type de propriété bâtie et le niveau d'aménagement de la zone géographique. Cette facturation initialement prévue pour avril 2022 puis janvier 2023 a finalement été repoussée au 1er janvier 2025, annonce Éveil Info. Et selon une source gouvernementale, ce délai supplémentaire a permis à la SGDS de mieux se préparer à cette transition. Selon le directeur général, cette facturation va permettre à la SGDS de se doter des moyens nécessaires pour poursuivre et renforcer ses activités de gestion des déchets solides et cela va contribuer au développement durable des villes du Grand Okoué, conclut Fraternité. Et plus loin, la nation fait savoir que le Bénin s'apprête à entrer dans le cercle des producteurs de pétrole brut. Alors que les regards étaient jusqu'ici tournés vers l'agriculture et le coton, l'or noir pourrait bientôt propulser le Bénin dans la cour des grands, redéfinissant son avenir énergétique et financier. Cependant, fait savoir la publication, avec les explorations récentes et les technologies avancées en matière d'extraction en eau profonde, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi et les sites offshore identifiés depuis plusieurs années à travers des études des collaborations internationales montrent des signes prometteurs pour le développement d'une industrie pétrolière pérenne. Une question que beaucoup de personnes se posent souvent est comment le Bénin peut ne pas exploiter l'or noir alors qu'il se trouve à moins de 150 km du Grand Nigeria, un pays nanti du pétrole jusqu'aux entrailles. Et ce projet qui impliquera des investissements substantiels et des technologies de pointe est également le fruit de collaboration avec des partenaires techniques expérimentés dans l'extraction en mer. Les ressources en pétrole du Bénin, bien que modestes comparées à celles des grands producteurs, pourraient suffire à établir le pays en tant qu'acteur énergétique régional. Et si le Bénin parvient à concrétiser cette ambition, la nation annonce que les retombées seront significatives. Et dans les dernières secondes, plusieurs journaux font savoir qu'un agent de la police républicaine en service à Adjan dans la commune de Zé nie avoir enceinté une mineure mais accepte s'être envoyé en l'air avec la jeune fille qui fête son anniversaire de 15 ans ce jour. Cette situation soulève des questions sur la responsabilité morale et éthique des actions individuelles et c'est ainsi que les parents de la jeune fille ont porté plainte contre lui au tribunal de première instance de première classe d'Arada, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est aussi la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Retenez qu'il y a session à la mairie de Parakou, la 4e et dernière session ordinaire. Les assises se tiennent
depuis ce matin dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. L'ordre du jour porte essentiellement sur le vote et l'adoption du budget de la mairie au titre de l'année 2025. Vous avez eu les précisions. Le président de l'ARAC, Edouard Loko, au cabinet de la vice-présidente du Bénin, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée de courtoisie. Plusieurs sujets essentiels sont abordés au cours de cette audience, notamment la question de la décoration des professionnels des médias et puis les Américains aux urnes le 5 novembre prochain, ceci dans le cadre de l'élection présidentielle des États-Unis, l'une des plus incertaines de l'histoire. Donald Trump et Kamala Harris investissent le terrain pour tenter de convaincre le maximum d'électeurs. La fièvre électorale est palpable dans les grandes villes des USA, une fièvre qui a vécu pour nous, Rodrigue Azinombe, que vous avez suivi dans ce journal depuis l'État de New York. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur votre radio. C'était le journal sur Fraternité FM. Vous l'attendez, mais vous l'attendez, mais vous l'attendez, mais vous l'attendez.